Le jour du Phonéton, et nous appelons tous les donateurs, donatrices dont vous faites partie. D'accord. Ça vous va? Bon, c'est parfait. Merci de m'avoir consacré un petit peu de temps. Et je vous souhaite C'était une bonne fort. journée. Avant, on fonctionnait avec 600 bénévoles sur 4 jours, selon les jours bien sûr. Et là, on tourne avec 300 bénévoles. L'outil informatique que nos informaticiens ont concocté et qu'ils mettent à jour tous les ans est devenu très très performant, ce qui permet également donc avec moins de bénévoles de faire même davantage de travail. Et puis il y a un autre facteur qui est très important, c'est que nos donateurs sont devenus encore plus fidèles qu'avant et ils envoient leurs dons par chèque, par virement, par carte bancaire avant le Phonéton. Donc on a moins d'appels à donner qu'il y a encore 4-5 ans. Voilà ce qui explique le fait que la structure est beaucoup plus légère et plus souple qu'il y a 4-5 ans. On a ajouté le SIUNIC depuis 2021 et puis probablement en fonction des résultats du Phonéton, on va travailler aussi dans les villages frontaliers du Kerarkunik. Donc là on est au lac Sevan, n'est-ce pas? Il y a pas mal trentaine de villages frontaliers directement menacés par l'Azerbaïdjan depuis qu'ils occupent les hauteurs et il faut soutenir ces gens. Eux, ils veulent rester dans leur village et il faut les soutenir. Donc si les résultats du Phonéton sont bons, je l'espère, nous allons pouvoir aider ces gens comme nous les aidons ceux du Davouch, ceux du SIUNIC et ceux de l'Artsakh. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Adam Barrault, chanteur d'opéra. Cette année, je suis bénévole au Fonds arménien de France. Si nous pouvons aider avec Sylvain à ce que les Français et les Arméniens de France participent à cet élan pacifique et qui est encore une fois un des seuls moyens de résister pacifiquement à l'agression, eh bien, si nous pouvons apporter une petite pierre à cet édifice, nous en sommes très fiers et très flattés. C'est le seul souvenir que je garde de la dimension parlementaire, c'est vous. Je suis Aïda Guédikian du Fonds arménien de France. Je vous appelle dans le cadre du Phonéton. Oui, vous êtes parmi nos donateurs. Est-ce que je peux mettre une promesse de don? Mais pour rester sur sa terre, il faut reconstruire, il faut la cultiver, il faut pouvoir vivre dans son village. Et il y a un nerf de la guerre qui est nécessaire, c'est le financement. Et alors je suis très content moi de contribuer à essayer d'alerter les consciences et de lever les actions. Vous espérez que votre présence, le fait que vous êtes parrain, ça va aider à la population arménienne de ramasser un peu plus d'argent? Bien sûr, oui, bien sûr, j'espère que cette présence et ce discours, ce témoignage que j'exprime sur l'Arménie contribuera à donner aux Arméniens de France l'envie d'aider les Arméniens d'Arménie. Ce qui est... Oui. Vous attendez la somme, c'est ça? Aïe. Et à la l'opéra, ça dure longtemps. Et à la fin, on va être déçu si c'était 2 euros. Après. Il y a une longue négociation. 50, ça s'arrête à 50 euros, il n'a pas rajouté de ça. Aïe, Snorakal Utsuntikinjan. Snorakal. Bravo, Mike. C'était pour 50 euros, ce n'était pas pour 500. Dans le récitatif des 50 euros, vous avez été super. Bravo. Merci d'être là, merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites pour l'Arménie, pour nous. On est aussi dans le vert là-haut à 30 000. Bon, Toulouse, il y a un peu de retard parce que c'est un petit centre qui est rattaché en fait à Marseille. Donc il n'y a pas la dynamique est un peu différente. Et on voit le total aujourd'hui, même jour, même heure par rapport à l'année dernière. On est à 157 000 euros au-dessus de ce qu'on avait l'an dernier. Voilà. Sylvain et moi, on est vraiment très heureux d'être les parrains de cette manifestation qui est très importante, qui est encore plus importante cette année parce que aujourd'hui encore, vous l'avez peut-être vu dans le Figaro, une jeune journaliste que j'ai pu envoyer là-bas pour une fois que c'est pas moi qui fais un article sur l'Arménie. Elisabeth Pierson qui a fait un reportage à Soc qui montre bien que c'est toujours comme ça. Lorsqu'il y a eu
Il y a eu un conflit il y a 2 mois, on en a beaucoup plus parlé qu'il y a 2 ans, mais après les journalistes s'en vont et la situation elle reste identique pour les Arméniens qui vivent là-bas, dans l'incertitude, dans la peur, dans l'inquiétude. Et il faut entretenir cette flamme sous la casserole. Et c'est notre travail, et c'est votre travail ce week-end. Et je crois que tout est très bien parti pour qu'on arrive à mobiliser beaucoup de monde pour aider encore une fois les Arméniens à rester sur place. C'est l'enjeu principal, vous le connaissez mieux que moi, qu'ils restent et qu'ils aient les moyens de rester. Et c'est nous et vous qui pouvons leur donner les moyens de rester. Sans quoi, eh bien, vous le savez, les Azéris avanceront, grignoteront petit à petit cette terre qui est arménienne depuis 3000 ans. Peut-être Sylvain, si tu veux dire quelque chose. Oui, c'est un vrai honneur d'être le parrain du Phonéton. On vient d'arriver dans les salles de téléphonie et c'est incroyable de voir toute la ferveur. On est vendredi à 4h de l'après-midi et le montant de 1 million a déjà été dépassé, ce qui prouve que le lien n'est pas rompu. Le lien de l'esprit, le lien du cœur, le lien de la ferveur n'est pas rompu entre les Arméniens de France et leurs sympathisants, leurs amis, et les Arméniens d'Arménie, qui combattent d'une certaine manière, puisque dans le combat il y a 2 choses, il y a la résistance armée, mais il y a aussi la présence physique. Et c'est ça que le Phonéton finalement encourage. Et je trouve ça très beau, très symbolique. Pour que l'Arménie demeure, eh bien, il faut que des Arméniens restent sur le rempart, sur la frontière. Il y a ceux qui reviennent et il y a ceux qui restent. Et pour rester, il faut rebâtir, il faut cultiver. C'est pour ça d'ailleurs que l'affiche du Phonéton de cette année, comme vous l'avez vu, représente symboliquement le champ de blé. C'est l'agriculture, c'est l'épi, mais c'est aussi les populations, c'est la culture, c'est tout ce qui pousse, c'est tout ce qui reste, c'est tout ce qu'on moissonne. Et pour moi, c'est une vraie consolation et puis aussi un élément qui me rassure un peu de voir qu'il y a toutes ces actions qui sont entreprises. Voilà, je suis très heureuse d'être à vos côtés à tous aujourd'hui, à côté de Jean-Christophe, à côté de Sylvain, pour cette belle journée qui, je l'espère, va permettre que encore plus de réalisation, encore plus d'action, encore plus de solidarité puisse s'exercer en faveur de ces populations qu'on a rencontrées il n'y a pas longtemps et qui ont tellement besoin de nous. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée du cœur de l'Arménie, de l'espoir et de la solidarité et du portefeuille. Donc voilà, on y va et on y croit tous. Merci et merci à tous les bénévoles pour le travail que vous faites formidable. Vous entendez ? Oui. Ici, qui est la ligne de cessez-le-feu, qui n'est pas une ligne de traité de paix, mais une ligne de cessez-le-feu. Et du coup, on s'aperçoit effectivement, avril 2016, 4 jours de guerre, et puis 2020, les 44 jours, du coup, on perd une partie, vous voyez juste après, on perd tout ça au niveau du Haut-Karabakh et toutes les terres autour. Et plus très récemment, le corridor ici qui disparaît et ça devient une simple route. Donc ça ne sécurise pas effectivement les Arméniens. Et très récemment, le 12 et 13 septembre, c'est tous les impacts ici. Vous êtes les parrains du Phonéton 2022. Concrètement, durant cette table ronde, vous avez évoqué ce qui vous avait touché en Arménie. Je voudrais que vous reveniez pour nous rapidement sur qu'est-ce qui vous relie à l'Arménie, alors que vous n'êtes pas d'origine arménienne au départ. D'abord des amitiés. Je connais beaucoup d'Arméniens qui vivent en France, pas tous sur les 600 000, mais quelques-uns. Et puis ensuite des liens que nous connaissons tous, qui sont des liens de culture, des liens d'histoire, des liens de cœur, des liens d'âme. Et tous ces liens font que lorsque nous voyageons en Arménie, nous avons l'impression de n'être pas jetés à 5000 km de nos frontières françaises, mais dans une région, un pays qui semble très voisin. En tout cas, il y a une grande proximité qui est à la fois physique et intangible et qui fait que le lien avec l'Arménie est un lien indéfectible.
Alors moi, c'est quelque chose d'assez mystérieux parce que par mon travail de reporter au Figaro Magazine, je me suis beaucoup intéressé aux Balkans dans les années 90-2000, et puis par extension, je suis allé jusqu'en Russie, puis à un moment donné, je suis allé dans le Caucase du Nord, puis j'ai traversé le Caucase, je suis arrivé en Arménie, et là, j'ai eu un vrai choc, un choc presque tellurique, spirituel, et je suis tombé vraiment amoureux de ce pays, de ce peuple, de ses habitants, de son histoire, de sa culture, de son église particulière, ce qui m'a poussé à revenir très souvent, mais pour des voyages presque d'agrément, et faire découvrir le pays à des amis, aux lecteurs du Figaro. Et puis lorsque la guerre a éclaté, quelque chose de plus s'est réveillé en moi, comme un petit volcan intérieur, lorsque j'ai vu que tout le monde se désintéressait de ce conflit. Et j'ai vu quelque chose de profondément injuste, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, avec le photographe Antoine Agoudian et avec Sylvain Tesson, de m'impliquer peut-être au-delà de mon pur travail de journaliste, parce qu'il me semblait que quelque chose se jouait là-bas, qui relevait d'une injustice profonde, et qu'il fallait, tant que faire se peut, essayer de lutter contre cette injustice en témoignant de ce qui se passait, quitte à être peut-être un peu seul à crier dans le désert, mais avec l'espoir, avec presque la certitude qu'à un moment donné, l'écho de nos voix et de nos images, pour celle d'Antoine Agoudian, porterait à un moment donné, parce que justement nous n'étions pas arméniens, comme vous l'avez dit en introduction, et que peut-être parce que nous n'étions pas arméniens, nous ne pouvions pas être suspects de voir là une sorte de combat communautaire, comme tous les Arméniens en étaient accusés, notamment par la propagande azérie. On n'a pas touché un centime de l'Arménie, on n'a pas une goutte de sang arménien dans nos veines, et pourtant quelque chose nous a poussé à défendre l'Arménie, à continuer à le défendre, avec le sentiment qu'aujourd'hui, ces voix-là s'accompagnent d'autres voix et commencent vraiment à porter, parce que c'est le seul moyen pour que les Arméniens survivent à ce qui est en train de se passer, qui est un ethnocide, à mon sens, à bas bruit, dans le silence et dans l'aveuglement de la communauté internationale pour 1000 raisons qui s'expliquent. Si nous devons être la mauvaise conscience de l'Occident sur ce sujet, nous ferons tout pour continuer à le faire. Les mots, vous en avez eu l'un comme l'autre qui étaient extrêmement forts pour réveiller les consciences. Vous les avez réveillés en tout cas en France. Vous vous êtes adressé, Sylvain Tesson, aussi au président de la République. J'ai envie de vous dire, vous êtes allé aussi sur place. Que pèsent les mots face à la force brutale d'un agresseur ou de multiples agresseurs ? Je n'aurais pas l'immodestie de dire que les mots ne pèsent pas grand-chose devant les chars ou devant les bombes, mais en même temps j'aimerais le croire. Et je le crois d'ailleurs un peu, parce que moi je prêche pour ma paroisse, qui est celle des lettres et des livres et de la littérature. C'est ce que j'aime profondément, et je me souviens que parfois dans l'histoire il est arrivé que des événements basculent parce qu'il y a eu des discours. Alors évidemment, pour qu'il y ait un discours, il faut qu'il y ait une voix qui porte et des oreilles qui reçoivent le discours. C'est ce que modestement nous essayons de contribuer à faire avec Jean-Christophe Buisson, par les articles, par les témoignages, par les conférences, par les rencontres, par les tables rondes comme celle-là, et par les reportages. Moi je veux croire que parfois les mots peuvent quelque chose, mais ils ne peuvent pas tout. Ils peuvent initier un mouvement, mais après, concrètement, matériellement, une fois que le mot a été semé et a mis le feu peut-être à quelques poudres, alors à ce moment-là, il faut que le processus continue et se matérialise. Il ne peut pas y avoir que des intentions, parce que sinon on reste dans le domaine abstrait des poètes, qui est très beau, qui est nécessaire, mais il faut une conversion alchimique des mots, des appels et des imprécations en faits et gestes. Ça vaut pour les littérateurs, ça vaut aussi pour les politiques. Parce que les politiques ont toujours des intentions formidables pour que le monde soit meilleur et plus en paix, mais parfois, et c'est le rôle de la véritable politique, parfois ces intentions ne sont pas incarnées ni matérialisées. Eh bien, j'espère que par nos mots, nous aurons suscité des intentions, et que ces intentions politiques se manifesteront par une aide sonnante et trébuchante. Si vous étiez
là, maintenant, face à Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, mais pourquoi n'écoutez-vous pas mon ami Sylvain Tesson lorsqu'il vous demande quelque chose? Non, je crois que le président de la République a vraiment pris la mesure du dossier arménien. Je sais par quelques indiscrétions qu'il connaît par exemple par cœur la géographie du Guerre Sionique. Il sait le nom des villages frontaliers qui sont sous la menace azérie. Il demande fréquemment où en est la situation et il connaît bien le dossier. Mais c'est quelqu'un d'hypermnésique, donc, mais ça veut dire qu'il s'est intéressé au dossier et je pense qu'il le suit, j'en ai la certitude. Après, il est dans une situation où il n'est pas seul, il ne peut pas décider par lui-même de choses, mais il peut influer et il a réussi à influer le cours de l'histoire en forçant d'une certaine manière l'Union européenne, en tordant le bras de l'Union européenne pour qu'elle envoie une mission d'observation à la frontière qui est cruciale à mon avis parce que tant qu'elle sera là, eh bien Aliyev ne pourra, à mon sens, pas trop avancer parce qu'il y a des observateurs étrangers, pas seulement des Arméniens, parce que toute la politique de l'Azerbaïdjan consiste à dire on est provoqué, les Arméniens mentent. Là, il y a des observateurs neutres, étrangers, donc on ne peut pas faire la même chose. Donc c'est très important que Emmanuel Macron continue, à mon sens, à avancer dans cette direction de manière officielle ou officieuse, peu importe. Mais lorsque le ministre de la Défense arménien vient en France et discute avec le ministre de la Défense français, on peut croire que c'est pour parler d'une éventuelle un équipement d'armes défensives pour l'Arménie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je crois que oui, pour revenir à votre question, les mots portent. Les mots du général de Gaulle le 10 juin 1940, de Churchill ou même de Staline en 1941 quand la Russie est attaquée, où il change de discours, d'un seul coup il se réfère à la grande histoire patriotique des tsars, eh bien ils ont porté, ils ont une puissance à un moment donné. Et je crois que les politiques, effectivement, doivent à la fois, les trois exemples que je vous cite, sont des gens qui savaient parler, mais qui savaient agir aussi. Et comme l'a dit Sylvain, nous, on ne sait que parler ou écrire, Sylvain et moi. Agir, c'est pas notre rôle, même si on va sur le terrain. Mais en tout cas, les hommes politiques sont là pour transformer effectivement les mots en action. Mais ils ont le droit aussi d'utiliser des mots. Et par exemple, le président français a utilisé les mots que personne n'utilisait à un moment donné, en disant que l'Azerbaïdjan était l'agresseur, en disant qu'il y avait des djihadistes du côté de l'Azerbaïdjan. Mais effectivement, l'action doit suivre parce que c'est pour cela qu'il est le président de la République française.